Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors, j'ai un peu l'air essoufflé là, mais je suis en train de monter une côte. Comme je vis à la montagne, je suis aux abords, aux alentours de mon village. Et j'avais envie de vous emmener avec moi. Alors vous voyez, il y a un soleil absolument radieux. Et pourtant on est en plein hiver. Alors je me suis habillé chaudement, mais finalement il fait très très doux. Peut-être un petit peu anormal pour la saison, mais enfin bref. Je voulais partager avec vous, parce que j'entends trop souvent des gens parler de réalisation de soi, d'accomplissement de soi, de travail sur soi surtout. Et on a l'impression que tout ça exige beaucoup d'efforts pour s'accomplir et se réaliser. En fait, ça c'est un mythe. Je vais vous donner un exemple. Essayez d'imaginer une montgolfière par exemple. Et une montgolfière qui est chargée d'air chaud. Et qu'est-ce qui va se passer? La montgolfière, elle, très naturellement, aspire à monter vers le haut. Et c'est normal, c'est une loi de la nature, tout simplement. Mais, pour toutes sortes de raisons, il est possible que la montgolfière, elle, ne monte pas. Pourquoi? Parce que soit il y a des sacs de sable qui sont accrochés à la nacelle, ou alors elle est attachée par des cordages. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour que cette montgolfière s'élève? Eh bien on va tout simplement couper les cordages, ou les détacher, ou enlever les sacs de sable. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? La montgolfière, elle, va pouvoir s'élever. Je suis en train de vous dire ça parce que pour être ce que vous êtes profondément, pour réaliser ce que vous êtes profondément, vous n'avez pas d'effort à faire en réalité. Les gens s'évertuent à travailler sur eux-mêmes, à comprendre, faire de la psychologie, faire du développement personnel. On leur dit qu'il faut travailler, creuser. Je dis pas que c'est pas utile, que c'est pas nécessaire, mais la réalisation de soi, en fait, et vous allez voir tout de suite après, j'ai donné un enseignement lors d'une retraite méditative. La réalisation de soi consiste d'abord, eh bien un peu comme la montgolfière, à lui donner de l'air chaud. Et c'est quoi cet air chaud? Eh bien, c'est de nourrir vos aspirations, au bonheur. Ça, c'est vraiment la première étape qui est vraiment indispensable, qui est nécessaire si vous voulez vous accomplir. Il y a un vieil adage qui dit: si vous ne savez pas ce que vous voulez, comment espérez-vous l'obtenir? Eh bien, c'est exactement la même chose. Et j'ai envie de dire, osez dire que vous voulez être heureux. Parce que je crois que si on ne se ment pas trop à nous-mêmes, c'est le but de tout être humain que d'être heureux, d'avoir une vie accomplie, d'avoir des relations épanouissantes, d'avoir un métier dans lequel il s'épanouit. Mais tout ça sont les moyens en réalité. Parce que le bonheur, c'est un état d'esprit avant tout. Et donc, tous les êtres aspirent au bonheur, évidemment, et aspirent à se libérer de la souffrance. Et donc, notre montgolfière, maintenant qu'on l'a bien chargée, on a nourri nos aspirations, on lui a donné de quoi s'élever. Évidemment, ça ne va pas suffire. C'est là où il y a un piège, et où beaucoup de gens vont vous dire qu'il faut travailler sur soi. Travailler sur ses nœuds, travailler sur ses peurs. Et en fait, c'est faux. Il s'agit de les identifier. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez d'abord nourrir vos aspirations, donner de la puissance en quelque sorte à ces aspirations, c'est-à-dire vous élever, eh bien vous allez sentir à quel point ça tire. Vous allez vous sentir retenu. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que ça va vous inviter à la deuxième étape, c'est-à-dire de faire preuve d'honnêteté envers vous-même. C'est-à-dire de reconnaître que, justement, ce sont bien toutes ces tendances qui sont en vous, ces croyances auxquelles vous donnez tant de crédit, auxquelles vous êtes tellement attaché, toutes vos idées, vos croyances, vos peurs, évidemment, tous les obstacles, toutes les émotions négatives qu'on appelle justement la peur, la colère, la jalousie, l'orgueil, etc., qui sont cités dans de très nombreuses traditions. C'est un fait, mais
Et la première chose, première étape, c'est de reconnaître que ce sont eux les obstacles. Et après, comment on va s'en défaire? Pas en travaillant sur soi, mais en y renonçant. Il s'agit d'abord de faire preuve, tout simplement, d'une honnêteté scrupuleuse à l'égard de soi-même, d'être totalement authentique, de dire c'est bien effectivement telle ou telle tendance qui me fait obstacle et qui m'empêche d'être tout simplement moi-même, cette peur qui m'empêche d'aller vers l'autre et de lui dire ce que je ressens, cette peur qui m'empêche tout simplement d'entreprendre ce que je me sens au fond de moi capable. Et puis cette croyance justement qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable, mais ce n'est qu'une croyance parce que ce n'est pas fondé. Ce n'est pas fondé parce que la nature vous a donné tout ce qu'il faut, la vie vous a donné tout ce qu'il faut pour vous accomplir, pour vous réaliser. C'est comme si une plante se disait « je ne suis pas capable de pousser, je ne suis pas capable de me déployer ». En fait, vous êtes tout à fait capable. Mais c'est pas, comment dire, vous n'avez pas besoin de vous forcer. Il s'agit surtout de retirer, encore une fois, les amarres qui vous clouent au sol et qui vous empêchent de vous élever. Il y a une autre peur, et je crois que c'était un auteur qui en avait parlé et qui disait, en fait, c'est pas tant notre côté, nos aspects sombres qui nous font le plus peur, mais la lumière. Parce que quand vous réalisez, effectivement, vous sentez une profonde jubilation, une énergie extraordinaire qui vous élève, qui vous emporte et qui vous fait sentir grand. Et vous êtes grand, c'est clair, nous sommes grands. Parce que nous sommes la vie, nous sommes la nature. Mais nous sommes grands, pas... Comment dire? Il ne faut pas voir ça de manière orgueilleuse. Grand, ça ne veut pas dire qu'on est plus important que les autres. Parce que les autres aussi, ils sont grands, ils sont aussi grands que vous. Ils sont aussi beaux, aussi lumineux, s'ils acceptent seulement, justement, leur lumière. Et cette lumière est en vous. Et plus vous vous réalisez, en fait, j'ai entendu, c'est un rabbin qui disait, pour rencontrer Dieu, il faut s'incliner très bas. Et c'est vrai, c'est très juste. Il faut pouvoir, justement, renoncer à ce moi auquel on donne tellement d'importance, c'est-à-dire à toutes ces croyances, toutes ces idées que l'on s'est forgées sur soi, sur les autres, tout au long de notre vie, mais au long des siècles, parce que ce sont des choses qu'on trimballe avec nous depuis la nuit des temps. Oui, je suis dans la lumière. il y a le soleil qui m'accompagne. Et il y a un autre aspect que j'aimerais aborder avec vous, parce que ça va vous arriver. Personne n'y échappera. Ça va vous arriver peut-être demain, ça va vous arriver peut-être après-demain, ça va vous arriver peut-être dans une semaine, dans 10 jours, dans un mois, dans un an, dans 20 ans, qui sait. Mais une chose est sûre, ça va vous arriver. Vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire. Vous allez mourir. C'est un fait de la vie. C'est pas une fatalité, c'est pas un malheur, c'est un fait de la vie et ça peut vous arriver à n'importe quel moment. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai passé beaucoup de temps avec les bouddhistes et ça fait partie aussi de leurs enseignements où on apprend à méditer sur le moment de la mort, sur la certitude du moment de la mort, parce qu'un jour on va mourir. Parce que nous on essaie de mettre ça très loin et sur l'incertitude du moment de la mort. On ne sait pas à quel moment on va mourir, ça peut arriver demain, oui. Au moment où je vous parle, je peux me prendre le pied dans un caillou, tomber par terre, me rompre la nuque, et c'est fini, c'est terminé. C'est un fait de la vie. Alors vous dites, bon, il a l'air de rigoler, mais oui, ça nous fait dire que est-ce que vous avez encore du temps à perdre? Y a-t-il du temps à perdre? Vous allez mourir un jour, et qu'est-ce que vous aurez fait de votre vie? Qu'est-ce que vous aurez mis dans votre vie? Il y a un autre point que j'aimerais vous dire, qui me tient tellement à cœur, sur lequel je m'arrête souvent. Ne vous inquiétez pas de l'avenir, ça ne sert à rien si vous continuez à semer ce que vous avez toujours semé. Changez ce que vous semez. Commencez à regarder autrement, à planter autrement, à mettre d'autres graines dans votre existence. Parce que si vous continuez à penser, à agir, à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait, vous n'aurez jamais rien d'autre que les mêmes résultats. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les gens veulent avoir une vie meilleure, mais ils ne veulent rien changer et c'est un peu le problème. Et ça résume aussi ces deux grands obstacles aussi que sont la peur et la paresse.
La peur d'avancer, la peur de changer, les peurs sont multiples, sont tellement... On en a inventé tellement. Et puis, la paresse, on ne veut pas bouger, on ne veut pas faire. On se dit bien que ça s'arrangera comme ça. Ben non, ça ne s'arrangera pas comme ça. Si vous ne changez pas cette façon de faire... Alors vous allez dire, mais je me contredis avec ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où il n'y a pas d'effort à faire. Quand j'ai dit, il n'y a pas d'effort à faire. Non, vous êtes quand même bien obligé de dénouer les amarres. Vous êtes quand même bien obligé d'enlever les sacs qui empêchent la montgolfière de s'élever. Et ça ne va pas se faire tout seul. La montgolfière, elle demande qu'à s'élever. Et dans ce sens, c'est vrai, il n'y a aucun effort à faire. Mais par contre, il est temps peut-être de larguer les amarres et d'accepter justement, de penser autrement, d'accepter d'agir autrement, d'accepter de vous exprimer autrement. Vous voyez, c'est comme la personne qui se plaint que sa soupe est mauvaise, mais elle met les mêmes ingrédients depuis des années. Elle met le même dosage dans les ingrédients depuis des années et elle trouve toujours que sa soupe est mauvaise. Oui, mais le problème, c'est que nous, on dit la même chose. J'en ai marre de ma vie, je voudrais qu'elle change, je ne veux plus que c'est la même. Mais on continue à semer ce qu'on a toujours semé. Alors comment vous voulez espérer que ça change ? Voilà. Alors, je vais vous laisser avec un petit enregistrement. Vous allez entendre des répétitions, mais la répétition, c'est bien. Moi, j'ai entendu des centaines de fois les enseignements de tous ces sages que j'ai eu le bonheur de rencontrer. Je les ai écoutés, réécoutés des centaines de fois. Il fallait que ça s'imprègne, que ça s'intègre. C'était pas pour me laver le cerveau, c'était pour comprendre. Et une fois que j'avais compris, il fallait que je réalise, que j'intègre. Il y avait cette étape et qui a complètement changé ma vie. Comme disait une jeune dont je parlais, qui disait « je kiffe ma vie », ça fait des années que je kiffe ma vie. Et parce que j'ai semé autrement. Il y a un moment, il faut arrêter de s'obstiner dans les mêmes voies, dans les mêmes orientations. Vous voyez, aujourd'hui, ce qui domine le monde, c'est la colère. Quand on voit, par exemple, toutes ces revendications, notamment en France, il y a une morosité épouvantable, mais c'est nous qui cultivons ça. Si on arrêtait de penser « moi », on a une société très individualiste. On pense que c'est nous qui sommes le plus important. Non, ce n'est pas nous qui sommes importants. C'est ce que nous faisons qui est important. C'était le père de Severn Suzuki qui disait « Nous ne sommes pas ce que nous disons, nous sommes ce que nous faisons ». Et si on œuvrait enfin ensemble et qu'on quitte cette société individualiste où on a cultivé juste le sens du moi, il y avait une chanson, vous savez, Jacques Dutronc qui disait « Et moi, à 30 millions d'abrutis ». Bon, aujourd'hui, ça fait 60 000, et peut-être même plus. Et 7 milliards d'individus, plus de 7 milliards d'individus sur la planète, ça fait beaucoup. Donc si on commençait à penser collectivement, à se dire comment on peut créer ce bonheur ensemble, arrêtons de revendiquer. La revendication, ça ne sert à rien qu'à nous entretenir dans ces attitudes négatives. Être positif, être un être mature, se dit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Comment est-ce qu'on peut ? Quels sont les ingrédients qui vont m'amener à ce bonheur ? Quelles sont les causes et les conditions qui vont participer à mon bonheur et forcément à celui des autres parce que mon bonheur, il est interdépendant du bonheur des autres. On ne peut pas faire autrement. C'est de la logique pure. Et ça, vous pouvez le mettre en application. Alors, il y en a plein qui vont dire « Oui, mais c'est pas si facile que ça. Moi, j'essaie, je m'évertue, etc. » Comment dire ? Si vous exécutez une tâche que ça ne marche pas, vous pouvez vous dire « Bon, je suis un imbécile, je ne vois rien, ça ne va rien changer. » Vous pouvez peut-être vous dire « Il y a peut-être une autre manière de s'y prendre aussi. » Vous n'êtes pas obligé de vous fustiger, vous n'êtes pas obligé d'être dur avec vous-même. Vous pouvez vous dire aussi « Il y a peut-être une autre façon de s'y prendre pour que ça marche. » Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis, évidemment, dans ces ingrédients, il y en a un qui est indispensable. La bienveillance, l'amour, le respect. Je vous ai dit un, alors j'en ai déjà donné pas mal. Hein. Donc voilà. Et puis l'humour aussi, le rire. Et, vous savez, comme vous le savez, je viens d'un milieu pauvre où j'étais SDF, j'ai vu des choses vraiment pas drôles du tout. Et ça m'a appris une chose, c'est que c'est pas là la voie. Ça, c'est la voie de la souffrance. Et, mes parents ont été
premiers grands maîtres parce qu'ils m'ont montré la voie à ne pas suivre. Puis après, j'ai rencontré... Alors, je vais juste m'arrêter, je terminerai là-dessus, parce qu'on parle souvent de maître, et je sais qu'en Occident, ça effraie un peu les gens, ils n'aiment pas ça du tout. Alors, cette notion de maître, en fait, en réalité, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, elle n'existe que dans la tête du disciple. Comme disait un sage indien, il disait, le maître, le disciple, n'existe que dans la tête du disciple. En réalité, celui qu'on appelle un maître ne voit pas ça. En fait, pour moi, ce sont plutôt des sources d'inspiration. Ce sont des êtres profondément inspirants parce qu'ils ont réalisé quelque chose. Ils nous donnent, comme disait Bouddha, devenez des flambeaux pour les autres. Quand j'ai côtoyé Chimène Rinpoché pendant 15 ans, je voyais qu'il ne se départissait pas de cette tranquillité, de cette sérénité. Je me suis dit, c'est ça que j'ai vraiment envie de réaliser. Parce que je le sentais tellement en paix. Il y avait une paix authentique, pas un calme apparent, vous savez, comme certains sont capables d'arborer. Non, parce qu'il était capable, justement, quand il fallait taper sur la table, il le faisait volontiers, parce que c'était nécessaire, c'était approprié. Mais il y avait vraiment cette paix qui émanait de lui, cette tranquillité dont je me suis non seulement inspiré, mais dont je me suis baigné. Je me suis baigné dans sa paix. Et il m'a apporté tellement par sa présence, par cette qualité de présence. Et c'est ce que j'ai voulu devenir plus tard. C'est pour ça que maintenant, j'anime des stages. Donc il n'y a pas, dans les stages, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de disciple. Il y a des êtres qui partagent, qui créent du bonheur ensemble. Voilà, c'est ça avant tout, les stages que j'anime pour ceux qui avaient besoin de savoir. Là, il y a un hélicoptère qui est en train de passer au-dessus, donc vous devez sûrement l'entendre. Voilà, donc je voulais vous partager aussi ce beau temps, parce que c'est très agréable. Vous voyez, ma vie, le matin, je me lève très tôt, en général, vers 4-5 heures du matin, et je médite. Je m'occupe de mon chat aussi, je fais des choses, je vous réponds, je réponds à vos mails autant que possible. Et puis, je me balade aussi, parce que ça me permet de trouver l'inspiration aussi, de trouver aussi la quiétude, la nature, est probablement une de nos plus grandes sources d'inspiration, parce que nous avons oublié que nous sommes la nature, que nous venons de la nature. Et regardez ce que nous lui faisons, quel sort nous lui réservons. Nous sommes aujourd'hui, si vous êtes au fait de ce qui se passe sur la planète, on est en train de vivre une catastrophe écologique majeure qui risque d'emporter l'être humain si on ne se réveille pas vite. Donc il est temps de cultiver autre chose, encore là aussi, une fois, de cultiver autre chose et de faire de la nature, non pas notre ennemi, mais notre allié, parce que sans elle, nous ne pourrons pas survivre. Donc on a intérêt vraiment à la préserver, à en prendre soin. Voilà, donc, et prendre soin de la nature, commence par prendre soin de soi, puisque nous sommes la nature aussi. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'ai passé un bon moment avec vous, même si je ne vous ai pas vu, mais vous allez maintenant me voir. Alors je vous dis à très bientôt. Quand vous vous libérez de ces obstacles, vous allez spontanément vous élever, il n'y a pas de frein. Et c'est pour ça que si, par exemple, je prends un exemple, vos relations sont compliquées, que c'est difficile, c'est parce qu'il y a des freins. Vous ne parvenez pas à être simplement vous-même, vous exprimer, partager, vivre ce que vous avez à vivre avec l'autre. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas passer par là. On ne va pas entrer. Moi, je déteste ce genre de truc de psychologie de bazar où on explique, oui, mais c'est parce qu'on doit passer par là. On s'en fout. La question, c'est qu'est-ce que je veux ? Et qu'est-ce qui fait obstacle ? Quand vous avancez sur le chemin de l'accomplissement, on fait deux choses qui sont très importantes. C'est de nourrir ses aspirations. C'est très important. On doit nourrir ses aspirations, imaginez, si on prend l'image, on charge la montgolfière, justement, on la remplit d'air chaud, ou d'hélium, ou de tout ce que vous voulez pour qu'elle s'élève. Donc ça, c'est les aspirations, on les nourrit, et on doit les nourrir tout le temps. Donc on donne de la nourriture à cette aspiration pour qu'elle... Mais ça ne suffit pas. Parce que s'il y a des énormes sacs, justement, qui nous empêchent d'avancer, et l'autre aspect, c'est de neutraliser ces obstacles, de s'en libérer. Alors il y a une chose qui va faire, c'est que plus on va nourrir nos aspirations, plus on va sentir justement ces freins. Parce qu'il y a des personnes qui effectivement, par exemple quand vous venez dans une retraite comme ça, où vous vivez des choses très fortes, vous vous sentez plein d'amour, que vous recevez, que vous donnez, et vous vous sentez libre de donner. Et c'est bien que vous puissiez le vivre, parce que ça vous donne des repères par contraste,
pour ça que des fois, vous êtes un peu déstabilisé, parce que quand vous rentrez chez vous, vous dites, mais c'est pas du tout ce que je vis, moi, au quotidien. Et justement, et c'est pour vous donner, ça nourrit votre aspiration, en disant, ça, j'en veux plus, ça, j'en veux plus, ça, j'en veux plus, et vous le déclenez. Donc, à un moment, il s'agit de, si vous ne voyez pas la corde qui vous retient au sol, vous ne pouvez pas vous en libérer. Mais il faut avoir aussi, justement, l'aspiration à se libérer. À se dire, je veux me débarrasser, justement, de ces amarres. Maintenant, je veux m'élever, j'aspire à ça. Mais il faut aspirer à les voir, à voir clairement ces cordes. Se dire, voilà, mais ça demande une totale honnêteté vis-à-vis de soi-même. J'ai tendance à, effectivement, à créer des histoires dans mes relations, à m'emporter, ou à essayer de toujours avoir raison, ou voilà, mais sans jugement, sans se juger, se dire, bon, et se dire, ça gâche, ça m'empêche d'avoir des relations tout simplement heureuses, parce que j'ai cette tendance à l'impulsivité, et si je pouvais me libérer de cette tendance, donc la lâcher, en fait, vous n'avez pas, il faut pas vous, parce que j'entends aujourd'hui, c'est vraiment couru, le travail sur soi. Si on ne fait pas de travail, il n'y a pas de travail à faire. On se travaille assez comme ça, on travaille du chapeau, donc ça suffit. Il s'agit justement de l'abandonner jusque-là et de comprendre que jusque-là, pour toutes sortes et des milliers de raisons, vous en aviez besoin. Vous en aviez eu besoin. Ça vous a protégé de toutes sortes de choses selon l'existence, la vie. Mais maintenant, vous arrivez à ce stade de maturité, justement, où vous pouvez enfin l'abandonner. Vous n'en avez plus besoin. Parce que vous aspirez à autre chose. On n'est plus dans le domaine de la survie, on est dans le domaine de la vie, d'aspirer à vivre pleinement, de s'accomplir. Un sage disait, c'est comme si vous changez votre centre de gravité, en fait. Votre centre de gravité était fixé sur justement vos désirs, toutes les tendances égotiques, etc. Il faut que j'existe, il faut que je sois quelqu'un d'important, vous avez besoin d'exister. Et puis on déplace le centre de gravité parce que ça reste toujours de toute façon limité. J'ai eu tout ce que je voulais, même si j'ai pas eu tout ce que je voulais, mais peu importe, je réalise que il y a un moment, et on n'a pas besoin de faire le tour de tout, de se rendre compte que je ne trouverai pas de bonheur en passant par là. Rien à faire, je pourrais avoir tous les amants de la terre, je pourrais avoir tout l'argent que je veux, je pourrais satisfaire tous les désirs que je veux, je ne trouverai pas ce bonheur auquel j'aspire. L'autre obstacle, et que vous avez certainement vécu, parce que quand dans des stages, et souvent c'est ce qu'on me dit, ouais mais là on est dans un milieu privilégié, à la maison c'est pas du tout comme ça, même certains disent c'est pas la vraie vie, mais si justement, c'est la vraie vie. Et ça devrait être tout le temps comme ça, mais il s'agit de le faire exister. Et donc après, évidemment, et je le sais puisque j'ai témoignage de certains d'entre vous, vous vivez ce tiraillement parce que ces tendances en vous sont encore très fortes et vous ramènent à ces vieilles habitudes, cette vie dans laquelle vous étiez pris. Et il y a une espèce de... On fait un peu yo-yo, on avance, on recule, on avance, on recule, on avance, on recule. Puis à un moment, vous en avez marre, je dis, on y va maintenant. On lâche. Et on vit, enfin. Mais c'est toutes ces peurs aussi, toutes ces tendances qui vous ramènent en arrière. Parce que vous vous y attachez encore. Vous dites, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Vous serez heureux. Voilà ce qui va vous arriver. Mais on a beaucoup de peine à y croire. On se dit, ouais, j'ai dû fumer la moquette dans les stages de Bouno, il a dû nous faire avaler un truc. Le problème, c'est qu'après, comme disait Moji, le problème, c'est que le mental, même quand vous vivez des choses comme ça, le mental, il fait de tout ce que vous recevez, tous ces cadeaux que vous vous faites, il en fait des ordures après. C'est ça le problème. Vous n'arrivez pas à rester... C'est pour ça que on a besoin, j'ai envie de dire, d'un port d'attache. J'ai entendu des personnes me dire en fait j'ai besoin de stabiliser ce que je réalise et c'est très bien. C'est pas une dépendance, on vient pas là parce qu'on est dépendant. Mais vous avez pu commencer justement à vous donner librement, sans attente, parce que c'est toujours dans la relation de début, vous savez, la lune de miel, on n'a pas trop d'attente. Donc on est complètement ouvert à l'autre, on partage, c'est merveilleux, c'est fantastique. Puis après, justement, l'ego il s'en mêle, il veut tout contrôler, il dit il faut faire comme ça, il faut que l'autre se conduise comme ça, et puis là ça ira. Et c'est le bordel. Vous connaissez tout ça.
C'est le bazar. Un jour, Gérard Dios m'expliquait ce que c'est que l'ego. Il m'a dit, je vais t'expliquer, c'est très simple. Je crois que je vous l'ai peut-être déjà raconté d'ailleurs. Et il disait, en fait, pour bien distinguer l'esprit, ou plutôt la nature de l'esprit, ce que nous sommes fondamentalement, parce que vous oscillez de temps en temps. De temps en temps, vous êtes trop pris par votre ego, vous êtes vraiment enfermé dedans, puis de temps en temps, vous êtes vraiment ouvert, vous êtes plus proche de votre vraie nature. Et votre vraie nature, elle voit une fleur, elle vit une expérience avec cette fleur. Elle vit l'expérience de la beauté, mais de la beauté intérieure, qui émane de la nature. L'ego, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'accueillir. Et puis, il va se dire, bah tiens, on va peut-être la colorer autrement, on va rajouter des choses, etc. Vous voulez... Voilà, c'est ça l'ego. L'esprit, lui, est capable de goûter à la présence de la fleur. Il est capable de goûter à la présence de l'autre. Capable de goûter à votre présence. Ouais, mais comment je fais à mon travail? Faut bien que je gagne ma vie. Ça, c'est le mental. L'esprit, lui, reste tranquille. Tout ira bien.